Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les rapports entre le maître et l'esclave sont ainsi faits qu'ils sont régis par la loi du commandement et de l'obéissance. Le maître ordonne, l'esclave s'exécute. Et il fut un temps où on ordonnait de Paris, et où on exécutait à Abidjan. C'était du temps des Houphouët et compagnie. Houphouët-Boigny était un bon chef nègre comme on les affectionne, féroce avec son peuple et frotte-manche, rampant, servile avec l'ex-métropole. Le vieux, comme on l'appelait, la courbette en seconde nature, portait les marques de l'empire colonial avec une certaine fierté. L'aliénation était à ses yeux une gratification. Que serions-nous sans la France? Notre bonheur est laqué Paris, clamait-il à tout bout de champ. De Paris, on observait à cette époque-là Abidjan avec un certain ravissement jubilatoire. Le mot colonie était périmé, mais la chose continuait d'exister. Plus raffinée, plus sophistiquée, plus insaisissable. Point de domination ouverte, brutale. Point de piscine et restaurant cerclés d'interdictions. Et pourtant la colonialité du pouvoir était intacte, entière. La Côte d'Ivoire était toujours ce qu'elle avait été. Une grande plantation de cacao organisée de l'extérieur, un prolongement, l'extension de la France en Afrique. L'indépendance de la Côte d'Ivoire était une fable, une tromperie. Alors Houphouët pouvait arrêter, emprisonner, torturer. Le vieux pouvait anéantir ses opposants, il ne se passait rien en Côte d'Ivoire. Complots imaginaires étouffés dans le sang, révolte régionale réprimée, il ne se passait rien en Côte d'Ivoire. Parti unique et élection gagnée avec des scores plus que soviétiques de 100% des suffrages. Il ne se passait rien en Côte d'Ivoire. L'introduction de la séparation des sangs comme fondement du pouvoir. Tel groupe déclaré prédestiné à diriger la Côte d'Ivoire, tel autre désigné indigne de l'exercice du pouvoir d'État, tel autre voué aux travaux domestiques. Akan, Bété, Dioula divisé. Akan, Bété, Dioula, désignation collective, constructions idéologiques. Les mécanismes, les conditions matrices de la violence étaient en place, le sang de l'histoire maraudait déjà du côté d'Abidjan et on regardait ailleurs, il ne se passait rien en Côte d'Ivoire. Et la corruption, et la rapine, la curée pouvaient prospérer. Houphouët pouvait confondre allègrement biens publics et caisses personnelles. Houphouët pouvait déclarer publiquement « Quel homme sérieux dans ce monde qui ne place pas une partie de ses biens en Suisse, il ne se passait rien en Côte d'Ivoire, tout allait bien là-bas. » Le mot d'ordre était alors « Silence. Silence. Houphouët est notre homme. Houphouët est un bon chef nègre exemplaire et la Côte d'Ivoire un havre de paix, miracle. » Éloge sans restriction, la propagande battait déjà son plein, le mensonge régnait déjà. Cette histoire a duré 4 décennies. 4 longues décennies. Jusqu'au surgissement au cœur du pouvoir ivoirien, en l'an 2000, d'un certain Laurent Gbagbo. Personnage connu, bien connu même, on le suivait à la trace depuis des lustres. Son dossier était fourni. Gbagbo Laurent né le 31 mai 1945 à Mama, syndicaliste emprisonné pour enseignement subversif de 1972 à 1973, fondateur dans la clandestinité du FPI, Front populaire ivoirien. Instigateur de la révolte estudiantine de 1982. Élément subversif, exilé en France de 1982 à 1987. Candidat à l'élection présidentielle contre Houphouët en 1990. Orateur éloquent, apôtre d'une rupture définitive du pacte colonial. Scandale. Cet homme au parcours sonnant comme une sédition n'était ni sergent-colonel ventripotent, ni nègre bouffon sans mémoire ni vision. Embêtant. Scandaleux. Énervement dans certaines officines de contrainte et on regrette, on aurait dû. Quelques rafales dans le ventre ou alors un poison impitoyable versé dans un verre d'eau ou de vin, et l'affaire aurait été réglée. Comme on fit avec Félix Moumié. On aurait dû. Comme on fit avec Wandier. Avec du plomb sauvage. On aurait dû. Disparition, enlèvement. Ni vu ni connu. Comme on fit avec Ben Barka. On aurait dû. On se rappelle, on se souvient qu'on a essayé en 1992. Alassane Ouattara était alors chef du gouvernement, et la balle assassine visant Gbagbo devait suivre son cours lors d'une manifestation. Le bras du tireur fut contrarié par le corps volontairement interposé d'un agent de l'ordre. On aurait dû. On parle froidement de meurtre, du meurtre d'un homme comme d'une banale disposition. Et on avoue, on s'avoue, que voulez-vous?
Il nous semblait évident que ce gars issu d'une généalogie minoritaire était de facto, automatiquement, arithmétiquement exclu du pouvoir suprême. Qu'il n'avait aucune chance. Et on ergote, on pérore sur le primat, les contraintes, les exigences, les pesanteurs, les gravitations de la tribu d'origine sur le bulletin de vote. On s'improvise savant, érudit en lignage. Mais là n'était plus la question. La Côte d'Ivoire était une prise, une capture, une saisie. Il n'était pas question de la céder à cet homme inattendu sorti de fonderies inconnues. Le scandale ne pouvait pas durer, ne devrait pas durer. Il fut décidé le plus naturellement, le plus tranquillement du monde d'œuvrer au renversement de ce Gbagbo. Déloger celui-là pour installer celui-ci. On savait faire. 2 compagnies de parachutistes déversées sur Bangui et voilà David Dacko installé à la tête de la Centrafrique. Encore quelques bidasses sur la capitale centrafricaine et voilà le même Dacko, 3 ans plus tard, déposé, viré du pouvoir. Viré, renversé, fauché. Modibo Keïta arrêté, Sylvanus Olympio assassiné, Ali Sohili abattu. Faire défaire les pouvoirs? Un jeu de boucanier, un délassement facile pour des pseurs réservistes, anciens d'Indochine, tueurs d'Algérie. La décision était sans ambiguïté. Le pouvoir de Gbagbo devait être aboli. Par la guerre s'il le faut. La violence sera pure, absolue, extrême, la mort sera donnée, le sang versé, le crime accompli. La guerre comme politique. Abidjan 19 septembre 2002. Réveil en sursaut. Tirs nourris, bombardement. Retour des affreux dans une capitale africaine, comme à Cotonou en l'an 1977? Qu'on se souvienne, cette année-là, le 16 janvier, un DC-7 sans immatriculation atterrit sur la piste de l'aéroport de Cotonou. Les portes s'ouvrent brutalement, et une centaine de mercenaires surarmés déboulent sur la capitale. Le président béninois, Mathieu Kérékou avec ses diatribes anti-impérialistes, ne plaît pas à Paris. Cotonou doit donc être nettoyé. Il faut frapper, faucher pour que le précaré retrouve sa quiétude. Et voilà les chiens de guerre rameutés, embauchés pour la mission. Katanga, Biafra, Moroni, ils ont déjà du service dans le sang. On les surnomme les affreux. Broyer du nègre récalcitrant est leur métier. Mais Cotonou n'est ni le Biafra, ni le Katanga ni Moroni. Il y a des terres où il est interdit de se courber. Cotonou ne pliera pas. Cotonou résiste et voilà Bob Denard et compagnie acculés au sauve-qui-peut. Cargaison de guerre donc de nouveau sur l'Afrique, ce 19 septembre 2002. Remake de Cotonou 1977 à Abidjan? Mais non, il s'agirait, sans presse de commenter une certaine presse, d'une bande de zinzins, de fous et de baefoués, de sorciers, d'une meute de zinzins et de baefoués donc refusant la démobilisation. Libération, dans sa livraison du 23 septembre 2002, affirme même qu'on assisterait là à un règlement de compte déguisé, entre factions opposées au cœur du pouvoir de Gbagbo. La vérité est pourtant tout autre. Les bottes qui déferlent sur Abidjan ce 19 septembre sont celles d'hommes armés venus du nord du pays. Des rebelles manifestement bien équipés, Kalachnikov flambant neufs, mitrailleuses lourdes, lance-roquettes RPG-7. Mais qui est donc leur argentier? Qui les nourrit? Qui les finance? On ne sait pas. Tout ce que l'on sait ce qu'est le marché du cacao a été secoué ces dernières semaines par un mouvement spéculatif d'une ampleur sans précédent. Tout ce que l'on sait c'est qu'un grand groupe chocolatier s'est porté acquéreur de plus de 200 000 tonnes de cacao et que le prix de la tonne de cacao est passé du coût de 1400 à 1600 livres, permettant ainsi dans la foulée à ce groupe chocolatier encaisser un gain de 60 millions de dollars. Alors qui finance la rébellion? Qui finance cette rébellion? Mystère. Seule certitude, le coup est parti de Ouagadougou. Voilà des mois en effet que des notabilités ivoiriennes se prélassaient dans les hôtels ouagalais, en rêvant d'Abidjan, les armes enceintes de poudre. Et entre 2 déchargements de gros porteurs transportant les outils de la mort, des listes circulaient. Les listes de ceux qu'il faudrait abattre en premier. Ensuite, disait-on, les verres remplis de champagne, les autres s'aligneraient. Et le sang? Le sang des victimes? Que voulez-vous? La guerre est ainsi faite, répondaient ceux qui avaient déjà fait le coup de feu du côté de Monrovia et de Freetown. Ceux-là, appelés en supplétif, ils savaient ce que c'était qu'une guerre, une bonne guerre. Manche courte ou manche longue,
Bras coupés pour un once ou pour un kyste de diamant, les têtes tranchées, les cadavres balancés, jetés? Eux, ils savaient. Ils avaient même vu de leurs propres yeux, Samuel Doe et Prince Johnson face à face, Doe à terre, le râle agonisant vaincu et Johnson debout, le rire hilar, Johnson sans pitié ordonnant, l'oreille coupée l'oreille. Ils avaient vu le film d'horreur en direct. Alors une monstruosité de plus? Tués, massacrés encore une fois? Élagués, torturés, accablés même les morts? Ils étaient prêts pour la cruauté une fois encore, prêts pour Abidjan. Assaut donc ce 19 septembre 2002 sur la capitale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.